ne va pas se mentir, 56e numéro, le débat d'ITélé avec le sourire et sans langue de bois comme tous les soirs. Avant de vous présenter nos débatteurs, voici le sommaire. Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Il a choisi la première option à Arnaud Montebourg, désavoué par le président, humilié par le Premier ministre, reste au gouvernement. Oui, mais jusqu'à quand? On pose la question. C'était le scoop politique du jour. Oui, vous n'avez pas rêvé, ils se sont parlé et plutôt deux fois qu'une. Jean-François Copé et François Fillon tentent de trouver un accord avant l'expiration de l'ultimatum de Nicolas Sarkozy. Sainte-Cécile en appelle à l'église. Cécile Duflot demande à loger les plus démunis dans les locaux vides de l'église. Et Christine Boutin s'alarme d'une catholiphobie rampante en France. A-t-elle raison? Est-ce que le gouvernement n'aime pas les catholiques? Et puis Léo et Carlo sont dans un bateau et le bateau il tangue. La crise au PSG, le directeur sportif et l'entraîneur sont sur la sellette. On en parlera en fin d'émission. Bonsoir Géraldine Poirot-Gauvin, merci d'être avec nous, secrétaire nationale de l'UMP, plutôt copéiste. On va encore préciser, puisqu'il n'y a pas encore d'accord trouvé, donc on précise encore ce que vous êtes. Et élu du 15e arrondissement de Paris. Élu du 15e arrondissement de Paris. Karim Zerébi, député européen, Europe Écologie Les Verts, merci d'être avec nous. Laurent Demanne, directeur de la rédaction de Marianne, bonsoir Laurent. Étienne Gernel, directeur de la rédaction du Point, bonsoir Étienne, et merci à tous les quatre d'être avec nous. J'avais envie de vous faire un petit peu sourire pour commencer, avant d'aborder tous ces thèmes. 213, les Français envoient en moyenne 213 SMS par mois. Le SMS, ce petit message qu'on envoie sur son téléphone, fête aujourd'hui ses 20 ans. Une seule question, vous faisiez comment avant ? Avant, on se téléphonait, on se donnait rendez-vous devant les fontaines, les statues. On attendait. Et c'était vachement romantique, c'était aussi bien qu'avant. Voilà. Il y avait beaucoup de lapins quand même. Oui, c'est vrai qu'on se prenait quelques lapins. C'est vrai qu'on donnait quelques rendez-vous aux filles et qu'elles ne venaient pas forcément parce que le rendez-vous n'était pas là. Étienne s'en souvient plus que moi. Ça a remplacé la lettre d'amour, la lettre de rupture? Non, peut-être pas quand même. Mais moi, je plaide coupable sur les 213 SMS par jour. Non, par mois. Vous explosez. Mais c'est vrai que ce qui est dommage, c'est pour la langue française. Parce que la langue française en pâtit. On n'a plus l'habitude d'écrire. Même les tablettes, les ordinateurs, on est tout le temps en train d'écrire des messages, les taper. On n'a plus l'apprentissage de l'écriture et ça, c'est vraiment dommage. Mais l'avantage, c'est qu'on est vraiment dans le feu de l'action et de l'actualité. Karim Zerébi, vous êtes un intoxiqué du SMS? Ouais. Je suis hyper consommateur de SMS, addict au SMS. Je préfère ça d'ailleurs que la conversation orale. Donc, par téléphone. Les choses soient claires. Pourquoi? Parce qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Je suis en réunion, je textote. Et c'est vrai qu'on a cette capacité aujourd'hui à être toujours branché par le téléphone et le SMS, donc, tout en étant potentiellement concentré sur autre chose. Mais on a aussi donc, des anecdotes célèbres aujourd'hui par SMS. Si tu reviens, j'annule tout. Exactement. Donc, Audrey Pulvar qui a annoncé sa rupture par SMS, en tout cas sur Twitter. Donc, c'est à peu près le même procédé. Donc, on utilise le SMS pour tout et n'importe quoi. Donc, Bien, je voulais juste vous faire sourire. Allez, on va parler du fond maintenant. J'y suis, j'y reste. Désavoué donc par le président, humilié par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, Arnaud Montebourg sort fragilisé de cette séquence. Il reste donc au gouvernement, même si apparemment il était très proche ce week-end de la démission. Regardez les unes du Figaro et de Libération ce matin qui vont apparaître sur votre écran si vous ne les avez pas vues. Le jour où Montebourg a voulu démissionner, ce jour-là, c'était samedi. Les bonnes feuilles dans Libération. Le cas Montebourg fragilise Hollande. Et écoutez les tacles du jour, à gauche comme à droite. Il faut comprendre qu'il ait envie de garder les lumières sur lui, même si sa stratégie a été un échec absolu, puisque à la fois il s'est mis à dos le grand capital ou les marchés internationaux qui auront du mal à réinvestir en France après tout ça, et voilà que les ouvriers considèrent que le gouvernement et lui les ont trahis, donc c'est un échec absolu. Il y a eu une fausse route invraisemblable dans cette affaire. Expliquer qu'on n'a pas besoin de Mittal en France, alors encore une fois ça a été dit et souligné que ça concerne 20 000 emplois, c'est un signal catastrophique. Des déclarations comme celles qui ont été faites totalement irresponsables sont extrêmement dangereuses, pénalisantes pour notre pays. Donc à l'évidence, c'est certainement pas comme ça qu'il fallait faire. Géraldine Poirot-Gauvin, est-ce qu'il aurait dû démissionner? Est-ce qu'il doit encore le faire?
Il aurait dû démissionner après ses premières déclarations en disant que Mittal n'avait rien à faire en France. Et là, c'était dramatique. Maintenant, sur sa situation au sein du gouvernement, c'est son problème. Il voit. Moi, je considère que quand on n'est pas d'accord, on doit s'en aller. Ou au moins, on le fait savoir. Mais c'est surtout sur la gestion de cette dernière semaine, les déclarations, les gesticulations. C'est quelqu'un qui aime se mettre en scène, qui aime être aux premières loges. Et finalement, il a discrédité la parole de la France pendant cette semaine-là. Donc moi, c'est plutôt dès lundi dernier, il y a une semaine, qu'il aurait dû démissionner. Karim Zeribi, c'est le style fanfaronnant d'Arnaud Montebourg qui a été sanctionné. Moi, je trouve qu'on est très sévère avec lui, très sincèrement, parce que lorsqu'il a évoqué la nationalisation temporaire, à droite comme à gauche, certaines voix se sont élevées en disant « pourquoi pas ?» C'est pas le choix qui a été retenu par le gouvernement. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. En 2012, c'était au mois de mars, Nicolas Sarkozy avait indiqué qu'une promesse avait été faite par Mittal d'engager 17 millions d'euros. Oui. Jamais cette promesse n'a été tenue. On va reprocher aujourd'hui à Arnaud Montebourg d'avoir mis une pression énorme à Mittal et quelque part aux grands entrepreneurs qui voudraient s'amuser avec la variable d'ajustement que seraient les salariés, alors qu'il y a des marges de manœuvre encore possibles. Je crois qu'il a mis une pression. Au final, Mittal se maintient. On a le projet ULCOS, qui est un projet européen qui peut faire de ce site un projet d'innovation, d'expérimentation dans le cadre de l'acier. Et c'est vrai que les arbitrages n'ont pas été en sa faveur totalement. Vous dites qu'il n'aurait pas dû démissionner, il doit rester. Mais il n'a pas démissionné, il fait état d'un volontarisme qui va au-delà de celui du Premier ministre, mais c'est pas, ça ne nécessite pas et ça ne demande pas une démission pour autant. Il y a d'autres arbitrages que peut-être Montebourg gagnera à l'avenir. Les déclarations qu'il a faites, c'est un repoussoir pour les investisseurs en France. Mais pas du tout. Mais bien sûr que si. Et on donne de ce gouvernement. On se raconte des histoires, là, on se fait peur pour rien. On ne se fait pas peur pour rien. La situation est très grave. La France est plus attractive que vous ne pouvez le dire, je crois. Donc, et ça, il faut aussi qu'on se. Oui, la France. Plus attractive les grands groupes qui veulent investir en France. C'est pas insulter, c'est indiquer qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Oui, on peut pas il y a faire quelques règles aussi qui peuvent être opposées à ceux qui veulent investir dans notre pays. Oui. Et je crois qu'il y a. Et quand 20 000 emplois sont en cause, 20 000 emplois sont en cause. Ils sont encore là, les 20 000 emplois. Ne faites pas comme s'ils avaient disparu. Non, mais ils n'ont pas disparu, heureusement. Laurent Neumann. D'abord, aujourd'hui, tous ceux qui étaient contre la nationalisation devraient tous se féliciter. Or, ce sont ceux-là qu'on entend le plus fort pour critiquer Arnaud Montebourg, c'est-à-dire rien y comprendre. Il devrait être satisfait. Vous devriez être satisfaite aujourd'hui. Premier point. Deuxième point, on ne devrait pas focaliser sur Arnaud Montebourg. Il a fait ce que lui impose de faire l'intitulé même de son ministère. On lui a donné un ministère qui ne ressemble à rien. Redressement productif. On s'est suffisamment moqué. Son job, à lui, c'est de sauver les emplois. Au point que les Français se demandent, c'est pas lui le ministre du Travail. Bon, donc il est dans son rôle. Et alors en plus, c'est face à un Indien, donc on lui demande de jouer le rôle du cow-boy. 629 d'emplois qui ont été sauvés, là. On lui demande de jouer le rôle du cow-boy. Très bien. L'arbitrage est fait par François Hollande. Ce soir, on ne devrait pas parler d'Arnaud Montebourg, on devrait parler de François Hollande. Alors, parce que c'est lui qui a décidé. C'est la une du Figaro. C'est lui qui a décidé. Est-ce que Montebourg fragilise Hollande ? C'est pas Montebourg qui fragilise Hollande. Mais non, mais c'est pas Montebourg qui fragilise. C'est le contraire, évidemment. C'est formidable, Montebourg, pour Hollande. Il est en train de faire un virage libéral. Il est en train de couper dans les dépenses publiques ce que même Sarkozy n'avait pas fait, ou alors à la marge. Il vient d'accélérer d'ailleurs son pacte de compétitivité, le crédit d'impôt, il accélère le rythme. La semaine dernière, c'est passé comme ça, comme une lettre à la poste. Et puis, il a besoin d'une caution de gauche. Et ben, la caution de gauche, elle s'appelle Arnaud Montebourg. Ça fait beaucoup de bruit, énormément de fumée tout autour. Et ça compte à la fin pour pas grand-chose. C'est formidable pour François Hollande. Il a raison d'utiliser et de garder François Hollande, clairement, a réparti les rôles. Et d'ailleurs, il n'a pas obligé les acteurs à jouer un rôle de composition. Arnaud Montebourg a fait ce qu'il sait faire. Les autres membres du gouvernement, à commencer par le Premier ministre, a fait ce qu'il sait faire. Jusqu'à quand il va rester, jusqu'à quand il va rester caution de gauche du gouvernement Montebourg et fermer sa gueule ? Jusqu'à quel moment ? Mais attendez, ce qui vient de se passer pour Arnaud Montebourg, c'est le contraire. C'est que c'est formidable pour lui aussi. Il a montré... D'ailleurs, je suis très étonné parce que quand Nicolas Sarkozy faisait des moulinets, on n'arrêtait pas de vanter son volontarisme, son activisme politique. Et quand tout à coup, on a un ministre qui fait preuve de volontarisme, on dit il aurait dû démissionner, il a été démenti, etc. Non, il a fait le job. L'arbitrage n'est pas en sa faveur. Je note quand même que l'idée de la nationalisation a partagé les camps, bizarrement. Moi, j'ai entendu M. Bayrou, j'ai entendu des gens à droite, j'ai même entendu au sein du patronat, Henri Guénaud par exemple, dire que c'était pas une mauvaise idée. Or, il y a un moment où on ne peut pas dire les chefs d'entreprise viennent en France, et Dieu sait s'il faut qu'ils viennent chez nous. On ne peut pas dire on leur donne des subventions, et là, en l'occurrence, ça s'est chiffré en centaines de millions d'euros. Et vous ne respectez aucune de vos promesses. Donc, à un moment, oui, bien
sûr que c'est le rôle de l'État de jouer le bras de fer avec un entrepreneur. Il faut quand même dire quelque chose que personne ne dit nulle part, etc. Mais ça fait quand même partie de la réalité des choses. La vie de l'entreprise, c'est le risque. Parfois, on se prend une vague dans la figure. C'est ce qui arrive à tous les sidérurgistes, en particulier en Europe, où il y a des surcapacités, c'est réel, des surcapacités énormes. Quand on est chef d'entreprise, c'est terrible, mais c'est comme ça. Quand on a trop de capacités, qu'on n'arrive plus à vendre sa production, etc., on prend des mesures. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Il a pris des risques. Il a acheté ArcelorMittal, Arcelor, à une époque où le marché de la sidérurgie était en plein boom. Ça marchait extrêmement bien. Il y a un revers de fortune. Donc, et aujourd'hui, il est archi... Mais pardon, là, je vous arrête, il n'y a pas de revers de fortune. Si. Mais non, mais aujourd'hui, Mittal est ultra endetté. En Europe, c'est énorme. Ils sont obligés de vendre leur mine même au Canada. Ils sont ultra endettés, le groupe Mittal. Vous voulez que je vous rappelle les profits que dégage le groupe? Vous voulez que je vous rappelle le périmètre du groupe? Mais c'est des sommes considérables. Là, on parle d'un site. Mais c'est comme ça qu'on raisonne dans une entreprise, Laurent. Il faut arrêter. C'est comme ça qu'on raisonne dans une entreprise. Moi, je suis très surpris de l'argent de voir qu'aujourd'hui, on puisse s'émouvoir sur, quelque part, la recherche de solutions qui peuvent être différentes sur la ligne du gouvernement, sur le plan économique et social. Excusez-moi, mais s'il y a des gens de droite aujourd'hui qui ne sont pas partie prenante du gouvernement, qui estiment qu'une nationalisation temporaire n'était pas une mauvaise idée. C'est bien que nous sommes à la croisée des chemins d'une réflexion idéologique qui n'est plus celle qu'on menait il y a 10, 15 ou 20 ans. Et qu'aujourd'hui, excusez-moi, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas une solution miracle. Celle de dire, soit on impose la puissance publique partout, soit on l'impose nulle part. Et je crois qu'il faut prendre les cas les uns après les autres, et qu'à un moment donné, c'est dans l'analyse des situations et dans le rôle que la puissance publique peut émettre, parfois des règles strictes, parfois des rappels à la règle, parfois des investissements réels et véritables avec des prises de position dans les conseils d'administration, là où les décisions se prennent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une formule magique. Rassurez-moi, on est à un modèle économique où c'est normal qu'au sein du gouvernement, il y ait des débats là-dessus. Il y en a dans la société. Juste un mot. Les gens les plus intelligents, ceux qui font partie de ce qu'on appelle le cercle de la raison, quand cette idée de nationalisation était proposée par Dominique Strauss-Kahn, c'était formidable, c'était le symbole même de la modernité. Quand Obama le fait dans le secteur bancaire aux États-Unis, c'est génial. On dit oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, les actionnaires étaient à la rue et ils avaient besoin. Vous pensez qu'on aurait dû le faire? On aurait dû nationaliser? Il aurait fallu le faire pour les banques en 2008. Parce qu'en plus, l'État aurait fait, et donc le gouvernement aurait fait un profit énorme sur l'affaire. En revanche, sur Florange, non. Mais pourquoi Florange? Parce que c'est les hauts fourneaux, c'est-à-dire la partie. Mais on ne l'a pas fait. C'est une manière de mettre la pression dans le débat aujourd'hui que l'on a avec ArcelorMittal. Non, mais ça, à la rigueur, la pression. Mais sur Florange, ça n'avait absolument aucun sens. Mais c'est pas le choix du gouvernement. Donc le gouvernement a fait un bon choix. Il faudra juste m'expliquer. Excellent choix. Étienne, faudra juste m'expliquer d'un mot, si c'était pas une bonne idée, pourquoi Mittal, qui il y a un mois était prêt à faire aucune concession, pourquoi une fois avec la menace de la nationalisation au-dessus de sa tête, tout à coup il a cédé. Et moi, il faudra m'expliquer si c'était pas une bonne affaire. Qu'on ouvre ce débat. Non, mais il faudra m'expliquer pourquoi c'était pas une bonne affaire. Parlons-en. En revanche, il y a un truc qui va pas. Il y a un seul truc dans le cas Montebourg qui ne va pas, c'est la phrase « Nous ne voulons plus de Mittal en France ». On est d'accord. Ça, je voudrais que vous écoutiez, excusez-moi, stop. Une forme de jusqu'au-boutisme, là, dans le volontarisme de Montebourg, qui est parfois effectivement on se contrôle quand une forme de faiblesse. Oui, très bien, on se contrôle. En revanche, la nationalisation, je voudrais que vous écoutiez, si vous le voulez bien, Marie-Noëlle Lienemann, Marie-Noëlle Lienemann, vous me parlez de la caution de gauche, Marie-Noëlle Lienemann, qui est considérée sénatrice PS, plutôt à gauche. Écoutez. Que je ne trouve pas normal, c'est l'état actuel des positions au sein du gouvernement. On ne peut pas avoir un ministre qui dit blanc, le Premier ministre qui dit « Ah ben non, il ne disait pas la vérité », et le ministre revenir pour dire « Finalement, il y avait bien un repreneur, donc le Premier ministre n'a pas dit la vérité ». Vous voyez, la cacophonie, elle est dénoncée aussi à gauche. Oui, c'est pour ça que je disais que le problème n'est pas Montebourg, le problème est Hollande, parce qu'effectivement, depuis plusieurs semaines, pour aller d'un point A à un point B, on est obligé d'emprunter des circonvolutions extrêmement compliquées. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Et on ne voit plus très bien. À chaque fois, il va exactement là où il voulait aller, mais en empruntant des choses. Ça, vous dites, c'est le bon point. C'est très intéressant dans la méthode Hollande, parce qu'on voit qu'il avance en crabe, comme ça, on ne sait jamais trop où il va, il embrouille tout le monde, il enfume tout le monde. Tant qu'il avance, ça va. Il reste 50 secondes avant de passer. Il me reste 50 secondes, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que le grand gagnant de cette séquence, c'est pas Jean-Marc Ayrault ?
Non, je ne crois pas. Très franchement, je ne vois pas en quoi il sort gagnant. La preuve en est, il a appelé à la solidarité François Hollande. Et c'est bon aussi pour Hérault, la solidarité. Quand il estime qu'il n'y avait pas de repreneur sérieux, qu'il n'est pas dans son rôle de Premier ministre et qu'il veut avoir une équipe qui est impact, qui va dans la même direction aussi. Moi, je crois que la cacophonie n'est pas une bonne chose pour le gouvernement. Le débat, en revanche, il est bon pour la société dans laquelle on vit. Arrêtez de penser qu'on va avoir des clones dans ce gouvernement. Non, on a le droit d'avoir des débats. Le débat, c'est nécessaire, mais quand c'est... Je le dis, est à la croisée des chemins et nécessite des débats. Ça arrange bien les Verts. Hein. Mais non, mais oui, ça arrange bien ceux qui ont envie de débattre, sont des vrais démocrates. Géraldine Poirot-Gauvin qui vient de déclarer quand même le débat, c'est très bien, mais c'est mieux en interne. On a vu chez vous comment ça a marché, le débat en interne. Et on va en reparler tout de suite après. On va en reparler, si vous le voulez bien, tout de suite après. La parole qui est donnée à Olivier Galzi, puisque Olivier Galzi prend la main dans une demi-heure pour la grande édition. Olivier, au menu ce soir, bonsoir. Bonsoir Léa. Et bien au menu du film ce soir, 3 réunions, pas de mariage et une naissance. Jean-François Copé et François Fillon ne se quittent plus. Et désormais, ils se sont vus ce matin, puis cet après-midi, ils sont convenus de se revoir demain. Comme vous le voyez, les choses avancent à l'UMP. Et quoi qu'il en soit, François Fillon participera demain à la conférence des présidents du groupe de l'Assemblée en tant que patron du RUMP. On en parlera avec Mickaël Darmon. On reviendra aussi sur la menace de réquisition de Cécile Duflot à l'égard des gros propriétaires fonciers. L'Église est notamment visée. Il lui est demandé de faire un effort pour les sans-abri. Nous n'avons pas attendu Madame Duflot pour aider les pauvres, ont répondu en chœur les responsables catholiques de Paris. Un document exceptionnel dans la grande édition. Nous avons retrouvé au Tchad les enfants que l'Arche de Zoé avait promis à l'adoption il y a 5 ans. Vous verrez que sur place, le traumatisme ne passe pas, alors qu'à Paris s'est ouvert le procès des membres de l'association. Pieds nickelés de l'humanitaire ou marchands de bonne conscience, les juges devront trancher. Et puis une naissance, je vous le disais, la nouvelle a fait le tour du monde en quelques tweets. Ce soir, Kate Middleton est enceinte. L'événement est donc politique, éminemment politique, puisque le premier enfant du prince William pourrait régner un jour sur le trône d'Angleterre. Charlotte Kahn, notre correspondante à Londres, nous en dira plus. Elle est devant l'hôpital où Kate est ce soir. À tout à l'heure. Merci Olivier, à tout à l'heure à 22h avec Maya Loquet. Ça vous excite, la naissance future du bébé royal? Enfin, au-delà de ça, pas du tout, mais au-delà de ça, l'embrasement médiatique. Nous, la nouvelle est arrivée vers 16h. Le fait que tout le monde s'excite sur ça, est-ce que ça vous fait sourire, ça vous fait un peu pitié, ça vous fait quoi? Non, ni l'un ni l'autre. Parce que là, on est parti pour 8 mois. Je suis très heureux pour eux. Non, on était juste en train de se dire que sur les images, elle était très séduisante. Voilà, c'est tout. Mais le fait qu'elle soit enceinte n'a absolument aucune importance. C'est une bonne nouvelle. Par contre, pour les Anglais, c'est très bien. Ils sont très heureux. Bonne nouvelle. Effectivement, elle est séduisante. N'oubliez pas de réagir sur Twitter. Si vous voulez poser des questions, si vous avez des remarques à faire, #ONVPSM. Troisième thème, avant d'aborder Cécile Duflot et l'Église, on va parler de l'UMP. On entre donc dans la 3e semaine des aventures de l'UMP. Journée marquée, vous l'avez compris, par la reprise du dialogue entre les deux frères ennemis. Jean-François Copé et François Fillon se sont vus, et plutôt 2 fois qu'une. Ils se sont rencontrés ce matin, puis cet après-midi. Il n'y a pas d'accord, ils doivent se revoir demain. Écoutez Jean-François Copé, le ton est apaisé. Nous nous sommes rencontrés donc à 2 reprises aujourd'hui, François Fillon et moi, pour évoquer ensemble les conditions éventuelles d'un accord politique. Je crois que c'était une très bonne chose qu'on puisse se parler comme nous l'avons fait, de manière constructive, parce que je crois qu'il faut aussi chercher à l'être. Et voilà, on a évoqué ensemble tous les sujets. Nous sommes sur cette démarche. Nous nous revoyons demain en fin de journée pour continuer d'évoquer tous ces sujets. Alors vous êtes mort de rire, mais non, je sais pas vous, mais moi quand je l'entends, j'ai du mal à le croire. Voilà, catastrophé, moi. Non, j'ai du mal à le croire, j'arrive plus à le prendre au sérieux. Catastrophé, moi. Pas mort de rire. Géraldine Poirot-Gauvin, face à ces 2 hommes qui se moquent un petit peu de votre candidat et président élu, Jean-François Copé. De mon candidat, non. De la situation à l'UMP, je comprends qu'on puisse rire. Ça, je suis d'accord, ça fait 15 jours que ça fait rire tout le monde, sauf les militants, les adhérents de l'UMP. Nous, ça nous fait pas rire. Hein. Enfin, moi, ça me fait pas rire du tout. Ce qui me faisait rire, c'est qu'en le voyant parler, je sais que vous adorez Jean-François Copé, vous l'avez encore montré dans vos colonnes la semaine dernière. Absolument. Mais moi, je dis qu'il y a une démarche positive. Depuis le début, Jean-François Copé propose le dialogue, a tendu la main, et là, enfin, ils se parlent sans les entourages. Et je vais vous dire, sans les entourages, c'est quand même une bonne chose, parce que je pense que les entourages ont mis beaucoup d'huile sur le feu. Donc, ils vont se parler en direct. Jean-François Copé a fait des propositions concrètes hier. Une chose est sûre, c'est que les militants ont envie qu'on soit sur le terrain pour combattre la gauche, et je trouve que la proposition qu'a fait Jean-François Copé hier soir à Nancy sur un vote, mais après les municipales, est une bonne chose, parce qu'on n'a plus le temps. Là, on doit être en ordre de
bataille pour les municipales, on doit reconquérir les territoires. Le problème, c'est que Fillon n'en veut pas d'un vote en 2014. Mais vous savez pas ce qu'ils se sont dit? Non. Léa, malheureusement, j'étais pas une petite souris dans cette pièce de l'Assemblée nationale. En gros, si j'ai bien compris, ce que vous dites, c'est que les militants veulent qu'on oublie les tricheries, le déni de démocratie, etc., qu'on adoube quelqu'un dont on sait qu'il n'est absolument pas légitime. Mais d'où vous permettez de dire ça, monsieur Neumann? Alors attendez, non mais excusez-moi. Je sais ce que j'ai écrit et je sais ce que l'on sait sur le vote à l'UMP. Parce que vous savez beaucoup mieux que, bien sûr, les militants. Ah oui, que ce qu'on a dit, monsieur Copé. Oui, ça, on le sait. Non, mais que les militants et les adhérents de l'UMP. Moi, je suis désolée dans ce débat. Non, je pense que les militants de l'UMP, ils ne savent pas dans quelles conditions s'est déroulée l'élection. Ah bah écoutez, moi, j'étais dans un bureau de vote et on était très nombreux des élus à être dans des bureaux de vote. Et je crois que les milliers de procurations, je pense que vous les avez pas vues. Mais parce que les procurations, on va pas refaire le match là. On va pas faire le match. Là, on est un champion du monde, vous savez. Quand il y a une procuration, vous savez pour qui la personne va voter? Le fichier a disparu depuis 4 jours. Le fichier a disparu depuis 4 jours. Allez, Karim Zeribi. Non, dans l'extrait qu'on a vu, moi je trouve que cette méthode Coué hypocrite, elle est pathétique. Très franchement, on s'enfonce là du côté de l'UMP. Pourquoi? Pourtant, ils se parlent maintenant. Ils font de l'autosatisfaction de s'être parlé. Vous vous rendez compte où on en est là? On est en train de sortir. Je veux dire, c'est fantastique. Nous avons réussi à nous parler. Bah oui. Des gens qui, à un moment donné, ont été aux responsabilités, vont peut-être l'être un jour et demander à des salariés, des syndicats de salariés, des syndicats de patrons, de trouver des accords pour sortir notre pays de l'ornière. Et aujourd'hui, et se parler, c'est pas se comprendre. C'est pas se respecter. Mais vous savez pas ce qui va sortir de cette réunion. Très franchement, il faut qu'on en sorte. Vous ne savez pas ce qui va sortir de cette réunion. Il faut qu'on en sorte. C'est du bluff où ils vont vers l'accord. Ridicule absolu. Écoutez, on n'en sait rien parce que qui pouvait prévoir quand même ce truc-là, c'est quand même extrêmement. Ça fait les choux gras de Jacques-Alain Miller sur le célèbre psy sur le site du point.fr qui fait un papier par jour. Il est tellement excité par cette affaire parce que ce qui est intéressant au-delà de la politique. Jacques-Alain Miller qui est un très grand psy, psychanalyste, très grand psy, très connu, très célèbre, extrêmement fin. Et sinon, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les hommes à nu. C'est ça qui est drôle dans cette affaire, c'est qu'on voit des gens parce qu'après. Politiquement, c'est désastreux. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'UMP comme on l'entend par-ci, par-là, etc. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une très bonne leçon. Et donc, ils vont apprendre. Et donc, pour le coup d'après, heureusement, ça leur arrive en début de mandat de François Hollande. Ils ont le temps de se remettre un petit peu. En plus, on voit qu'il y a des gens derrière. Parce que c'est vrai que derrière Copé-Fillon, qui c'est vrai, ont un peu de plomb dans l'aile dans cette affaire, il y a des gens de qualité. Il y a Bruno Le Maire, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, il y en a plein. Pour ceux qui les connaissent, ils méritent d'être carbonisés tous les deux. Ils méritent d'être carbonisés tous les deux. Bien sûr, il faut qu'il y ait... On ne sait jamais. En politique, on n'est jamais mort. On n'est pas mort physiquement. Il y a des retours parfois surprenants. Mais ça ne veut pas dire que l'UMP est balayé. Heureusement pour eux que ça arrive en début de mandat. Et puis ça leur apprendra une bonne leçon de démocratie. Attendez. Le PS, ça lui a profité des primaires. Très bien. Je voulais juste, pour clore ce sujet, vous faire réagir sur, je ne sais pas si vous avez lu l'interview de Michel Rocard ce matin dans Libération, sur cette petite phrase. Alors bon, il y a la première, on ne peut pas ne pas sourire devant ce spectacle, mais ce n'est pas sur celle-là que je voudrais vous faire réagir, c'est sur la suivante. On ne peut pas nier qu'il y a une sorte d'orgasme des grands moments de la vie politique. C'est ce qui s'est passé, cette sorte d'orgasme de la vie politique depuis 15 jours. Marrant, en tout cas, je pense que les autres partis politiques qui regardent le monde s'écrouler sous les pieds de l'UMP doivent prendre un certain plaisir, une certaine jouissance. Le problème, c'est que le problème, pardon, je finis juste ma phrase. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune raison de se réjouir de ce qui se passe à l'UMP pour des raisons purement démocratiques. Ce pays a besoin d'un grand parti d'opposition avec un patron légitimement élu qui peut prendre la parole. C'est pour ça que je souriais à chaque fois que Jean-François Copé va prendre la parole, tant qu'il n'y aura pas eu un nouveau vote. À chaque fois, on aura envie de sourire parce qu'on saura dans quelles conditions il a été élu. Et ensuite, simplement qu'on ne se trompe pas. Nul ne peut se réjouir de cette situation quand on fait de la politique. Non, mais quelle que soit la famille politique à laquelle on appartient, parce que c'est risible pour l'ensemble de la classe politique, ce qui se passe. Ne pensez pas que les Français soient aussi clivants en imaginant que ce qui se passe à l'UMP est propre à l'UMP. Ce qui se passe à l'UMP, les Français savent que demain, ça peut se passer ailleurs. C'est ça qui est dramatique. Il ne vous a pas échappé que François Hollande a donné des consignes personnelles pour ne pas se moquer de ce qui se passe à l'UMP. Il a demandé à ses troupes François Hollande a demandé à ses troupes, et le Premier ministre a relayé ce message. Il a demandé au Parti socialiste de ne pas abuser de la situation. Encore un mot, je vous laisse clore et on va parler de une chose, c'est que ce qui est terrible, c'est cette suspicion de tricherie.
on n'a jamais apporté le début du commencement d'une preuve de tricherie. Vous n'êtes pas sérieuse là. Mais sérieusement, même par vos commissions de recours et autres, qui disent qu'il y a eu des tricheries de part et d'autre. Ce qui est terrible, c'est ce que disait Talleyrand, c'est ce que l'on dit reste plus que la vérité. Ça, c'est vraiment. On a fait des heures et des centaines d'heures d'éditions spéciales sur cette histoire, qui a triché, qui n'a pas triché, qui a menti, qui n'a pas menti. On va pas refaire le match parce qu'on n'a pas la réponse. Mais moi, ou alors j'ai envie de vous dire les deux, mon général. Cécile Duflot veut un choc de solidarité après le choc des cultures, après le choc de compétitivité. Voici donc le choc de solidarité. Cécile Duflot en appelle à l'Église et menace même de réquisitionner si l'Église ne donne pas, ne met pas à sa disposition ces bâtiments quasi vides de l'Église. Elle menace même de réquisitionner. Écoutez-la. Dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous avons besoin que tous ceux qui ont les moyens de se mobiliser exercent à l'égard de la population de notre pays un devoir de solidarité. Toutes les personnes morales, quelles qu'elles soient, des banques, des assurances, l'Église, d'autres qui aujourd'hui sont en situation de posséder des bâtiments qui sont inoccupés ou vides, sont concernés par l'appel qui est le mien de mettre à disposition de l'État et des associations qui en ont besoin des lieux qui permettront de loger des familles. Voilà pour la proposition de Cécile Duflot. Je vais vous donner la parole, mais je voudrais d'abord que vous voyez la réaction par Twitter, puisque maintenant tout le monde est sur Twitter, même Benoît XVI et même l'abbé Grosjean qui a réagi ce matin sur un tweet. 2 tweets, je vais vous les montrer. Je signale juste, des paroisses de Paris accueillent déjà, sans le hurler, chaque nuit les plus démunis que l'État laisse crever dehors. Et puis un deuxième tweet un peu plus tard. Et sur ce sujet, on évite avec l'Église les menaces, les leçons et le bruit médiatique. On peut même aussi reconnaître le boulot déjà accompli. Pas content, l'abbé Grosjean. Cet appel de Cécile Duflot, est-ce qui vous a choqué, Alors d'abord, 2 choses. D'abord, on focalise sur ce qu'elle a dit sur l'Église, mais elle n'a pas parlé que de l'Église, elle a parlé de l'ensemble des propriétaires. Donc ça fait une journée à parler d'un petit membre de phrase sorti de son contexte et qui fait débat. Par ailleurs, je comprends très bien la réaction de l'Église, puisque s'il y a un domaine dans notre vie collective où on fait énormément d'efforts et d'actes charitables, c'est bien l'Église, le secours catholique, etc., etc. 3e point, s'il y a un problème avec l'Église, s'il y a des locaux qui ne sont pas utilisés, encore faudrait-il faire un état des lieux. À ma connaissance, le ministère ne l'a pas fait et peut-être que l'Église d'ailleurs ne l'a pas fait. Et dernier point, Léa, après je me tais, point, elle a parlé des banques, elle a parlé des assurances, des investisseurs institutionnels, comme on dit, elle a oublié de parler d'un propriétaire qui a beaucoup de mètres carrés libres. L'État. On est bien d'accord. C'est d'abord l'État qui pourrait mettre à la disposition des plus démunis les locaux qui ne sont pas utilisés. Et ça, bizarrement, elle n'en a pas parlé. Je crois qu'elle a parlé un peu vite, comme ça lui arrive malheureusement assez souvent, c'est-à-dire elle a voulu faire une annonce en disant on va faire... D'ailleurs, c'est des choses qu'on a entendues plein de fois. Très très souvent, chaque ministre du logement arrive, on dit on va réquisitionner, on va trouver des logements, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Et puis en général, ça bouge pas grand-chose d'ailleurs. Là, sur l'Église, c'est vrai que c'était pas très adroit parce qu'effectivement, l'Église fait beaucoup d'efforts et on voit bien un peu partout en France, dans le pays, que l'Église a toujours fait des efforts. Ils sont un peu vexés et on peut les comprendre, etc. Mais effectivement, il y en a d'autres. Et la question du logement, la question de l'aide d'urgence, etc. Et c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est pas une petite annonce faite comme ça en disant on lance un appel, on va mettre les etc. C'est plus compliqué. Effectivement, il faut faire un état des lieux. Effectivement, il faut savoir ce qu'on peut faire. Quel est le modèle pérenne, parce qu'après, une fois qu'on a ouvert des locaux, il faut faire les travaux souvent, parce qu'on peut pas non plus ouvrir des endroits qui sont insalubres. Tout ça, c'est un vrai travail. Visiblement, le travail a pas encore été fait. Ça vous a choqué ce matin? Alors moi, ça m'a choqué parce que je trouve que l'Église n'a pas de leçon de solidarité à recevoir de Madame Duflot. Que je suis élue dans le 15e arrondissement de Paris, je vois les paroisses qui travaillent en accord avec la mairie d'arrondissement. Il y a des maraudes qui sont faites, on essaie d'ouvrir des locaux. Enfin, franchement, il y a un travail de terrain qui est fait, donc c'est inadmissible. En revanche, j'ai une proposition à faire qu'on a déjà faite à Madame Duflot, qui était conseillère régionale d'Île-de-France. Le conseil régional d'Île-de-France a acquis en février dernier pour 20 millions d'euros un palais de la République pour y loger des bureaux de ses vice-présidents, les vice-présidents de Monsieur Huchon. Et on l'a appelé le palais Huchon. Et nous avons proposé à cette époque-là d'utiliser ce palais Huchon qui a coûté 20 millions d'euros pour héberger les sans-abri avec mes collègues Pierre-Yves Bournazel et Geoffroy Didier qui vient souvent sur ce plateau. Voilà la proposition donc de l'UMP. Merci Géraldine Parot-Gauvin. Christine Moutin a réagi cet après-midi. Elle s'alarme d'une catholiphobie. Donc je ne savais pas que le mot existait, la catholiphobie. Est-ce qu'il y a une phobie grandissante des catholiques en France? C'est de la rigolade. Je pense que c'est pas sérieux là. Je veux dire elle va pas mettre ce débat sur la table qui va être d'une stérilité absolue. Moi, je voudrais revenir quand même à la sortie de Cécile Duflot. D'abord, effectivement, elle a énuméré un certain nombre de propriétaires
et elle n'a pas ciblé particulièrement l'Église. Donc créer une forme de polémique entre Cécile Duflot et l'Église me paraît totalement désapproprié face à la situation. Deuxièmement, l'Église, certes, fait beaucoup. Elle fait de la charité, plus que de la solidarité, et c'est bien, elle fait beaucoup. Et on se souvient de l'appel de l'abbé Pierre, qui était un religieux, et qui avait mobilisé l'ensemble des politiques lors de l'hiver 54. Néanmoins, excusez-moi, moi j'ai pas fait d'études, mais le Canard enchaîné a sorti un dossier qui expliquait que l'Église avait été propriétaire d'une centaine de patrimoines sur la capitale. Et qu'il y a un tiers de ce patrimoine qui est aujourd'hui utilisé pour accueillir. Patrimoine vide, j'entends. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui encore énormément de places et de possibilités, d'options pour que l'Église concourt à cette politique de solidarité. Elle n'a pas ciblé simplement l'Église, soyons clairs. Moi, c'est sur le principe que je suis un peu gêné, étant profondément laïque au fond de moi, remettre la question religieuse au cœur du débat public et républicain me gêne un petit peu. C'est plus sur le principe, mais sur la forme et sur le fond, les banques, les assurances, l'Église, tous les grands propriétaires donc, doivent être mis à contribution par la réquisition, si c'est nécessaire, pour loger. Et l'État, effectivement, là vous avez raison, elle aurait dû commencer par l'État parce que l'exemplarité à la matière qui est plutôt intéressante. Petite pub si vous le voulez bien. On va revenir, on va parler très peu, il nous reste peu de temps avant les coups de gueule. La crise au PSG. You touch, it tells. T-Touch Expert. Tactile Technology. Tissot. Le bœuf, le goût d'être ensemble. Salut, je suis le nouveau Nikon One. Je ressemble à un appareil photo et pourtant je suis différent. Si j'étais une radio, votre chanson préférée serait diffusée avant même d'y avoir pensé. Si vous manquiez d'inspiration, je mettrais à votre disposition toute ma créativité. Mais en réalité, je suis un appareil photo et je prends des photos avant même que vous n'ayez fini d'appuyer sur le déclencheur pour toujours saisir le moment magique. Je suis en avance sur mon temps, je suis le nouveau Nikon One J2. 50 € remboursés jusqu'au 15 janvier 2013. Face au plus haut sommet. Dans une neige de rêve, ils sont partout. Défiant la pesanteur, dans des petits bonheurs, vos plus beaux souvenirs vous attendent. Ici. Carte Noire, le temps de vivre plus fort. Dégustez les variétés de dosettes Carte Noire, 100% compatibles avec votre machine à dosette souple. On ne va pas se mentir, troisième et dernière partie avant de vous donner la parole pour vos coups de gueule du jour. Éjecté du podium depuis ce week-end, le PSG n'en finit pas de chuter avec 3 défaites en championnat, une élimination de la Coupe de la Ligue. Le club déçoit et l'actionnaire qatari n'est pas content, mais alors pas content du tout. Carlo Ancelotti et Leonardo sont sur la sellette et pourtant quand on écoute Carlo Ancelotti ce soir, tout va bien. L'ambiance, c'est l'ambiance, je pense, idéale pour préparer ce match parce que les joueurs ils sont désolés pour la défaite contre Nice et je pense qu'il a une très bonne motivation pour gagner demain, pour retrouver la victoire demain. Nous avons besoin d'une victoire. Karim Zeribi, supporter de l'OM, j'imagine.
Évidemment. Karim Zeribi se réjouit de ce qui se passe au PSG. Ah non, pas du tout. Je suis d'abord un amoureux du football. J'ai été footballeur moi-même donc, au cours de ma première vie. Je ne peux pas me réjouir de la situation du Paris Saint-Germain, mais elle indique quelque chose qui est très clair, c'est qu'on ne peut pas bâtir une grande équipe et un grand club à coups de milliards si on n'applique pas les fondamentaux qui sont ceux de la formation, d'une ligne directrice, d'un état d'esprit et de valeurs telle celle du FC Barcelone qui a les milliards, mais qui fait jouer dans son équipe les 3/4 de gens qui ont été formés au centre de formation. Donc le PSG en est loin, il faut qu'ils comprennent. Et pourtant, à Paris, on avait connu ça avec le Matra Racing au début des années 80, où à coups de milliards, Lagardère pensait faire une grande équipe à Paris. Non, je crois qu'effectivement, les fondamentaux ne sont pas appliqués. C'est dommage pour le PSG, c'est dommage pour les amoureux du football. On a besoin d'un grand club à Paris, parce que si on va au théâtre, c'est fantastique et très bien, mais si on peut aller voir un bon match de football, c'est pas mal aussi. Mais je crois qu'on va devoir attendre encore un moment. Non, il faut virer. Si l'OM est champion, je ne vais pas m'en plaindre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que le PSG, époque Canal+, avait été bâti aussi à coups de millions. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été déversé à l'époque et ça avait marché. Le PSG, le choix des joueurs n'était pas le même. Quand vous preniez la filière, par exemple brésilienne, il y avait un état d'esprit. Il y avait un état d'esprit. Il y avait un état d'esprit. Les rails et les l'OM de Bernard Tapie. Il y avait beaucoup d'argent qui a été déversé à l'époque aussi. L'argent n'est pas incompatible avec les résultats. Est-ce qu'il faut virer Ancelotti ou pas ? D'abord, Ancelotti, c'est un très grand entraîneur. Voilà. Il s'est passé la même chose il y a quelques temps à Chelsea où Di Matteo a été viré après une douzaine de journées de championnat parce que les résultats n'étaient pas au niveau. Aujourd'hui, les investisseurs dans le foot veulent des résultats et un retour sur investissement quasi immédiat. Vu l'argent qui a été mis sur la table, ils s'attendaient à survoler le championnat avec 10 points d'avance sur tous les autres. Et puis en phase 2, il y a des joueurs moins payés, avec des clubs moins argentés, mais qui sur le terrain, quand ils jouent face au PSG, ils se sortent les tripes et ils ont envie de battre. C'est ce qui s'est passé ce week-end, c'est ce qui s'est passé à 3 reprises. Il faut leur laisser un peu de temps. Je rappelle quand même que c'est pas l'entraîneur qui marque les buts et qui gagne les matchs, ce sont les joueurs sur le terrain. Zlatan. Et que le jour où Ancelotti va arriver à faire monter la mayonnaise entre ces joueurs qui tous individuellement n'oubliez ont pas beaucoup qui de a talent, été champion de France l'année dernière. ça marchera peut-être. C'est pas le club qui avait le plus gros budget. Non. Il s'appelle Montpellier. Et c'est quoi les fondamentaux de Montpellier ? La formation. Donc encore une fois, si on néglige ça, on passe à côté de l'essentiel. Un dernier mot. Vous pouvez réagir en tant que spécialiste du sport, mais en tant qu'élu de Paris, parce qu'on vote des subventions quand même au PSG et on attend des résultats. Vous en donnez encore ? Non, je crois que c'est fini. Le coup d'arrêt a été donné récemment, mais à notre demande de notre groupe UMP. Et donc voilà, c'est désolant pour les Parisiens et il faut qu'il y ait un changement. 1 minute 30. Qu'est-ce qui vous a agacé ? Qu'est-ce qui vous a énervé depuis ce matin ? Vous vous êtes réveillé, le coup de gueule. C'est le moment. Étienne Jardel. Et moi, j'ai envie de parler un peu du travail la nuit, du travail le week-end. Alors, c'est très impopulaire de faire ça. Mais néanmoins, c'est quelque chose dont on sait que ça crée de l'emploi tout de suite. D'abord, ça correspond au rythme de la société d'aujourd'hui. On vit plus tard, on vit décalé. Vous allez au Japon, vous avez des sortes de petits supermarchés, on peut acheter tout, un billet d'avion, les trucs, c'est ouvert 24/24. C'est formidable, il y a des gens, ça fait du boulot. Alors on nous oppose toujours, parce que Laurent, je vous vois venir. Vous me regardez, j'ai rien dit. Non, mais c'est Laurent qui va dire c'est terrible pour les familles, etc. Non, est-ce que c'est pas plus terrible quand même d'avoir quelqu'un qui est au chômage ? Je préfère qu'on crée de l'emploi. Il faut juste que les salariés... Travaillons la nuit. Il faut juste que les salariés soient d'accord et qu'on les paye double, qu'ils soient mieux payés. Je voudrais revenir sur le sommet franco-italien, donc Monti-Hollande, et avec le fait qu'ils aient entériné le Lyon-Turin, projet exorbitant à 30 milliards qui nécessitera 3 milliards du côté français, 2 milliards du côté italien et le reste pour l'Europe. Alors que nous sommes, je suis parlementaire européen, même pas d'accord aujourd'hui sur la base du budget européen de 2014-2020 avec des investissements dans la chaîne de transport qui risquent d'être réduits. Ça n'est pas sérieux, ces investissements exorbitants, alors qu'on a une ligne qu'on pourrait moderniser et qui répondrait tout à fait aux besoins du Lyon-Turin. Alors moi, ce qui m'a énervé aujourd'hui, c'est une dépêche de l'AFP qui est tombée cet après-midi à 18h20. Figurez-vous que en fin 2012, là donc dans quelques jours, l'État français va payer le bouclier fiscal sur les revenus de 2011. Eh bien, figurez-vous qu'on va rendre aux plus riches contribuables de France, en pleine crise, au moment où il y a 3 millions de chômeurs, 450 millions d'euros aux plus riches de ce pays. Voilà. Donc, on peut critiquer tout ce qui se passe en ce moment. Il ne faut pas qu'on ait un peu de mémoire et souvenir ce qui s'est passé juste avant. Un quart des jeunes qui vivent dans la pauvreté en France, c'est un rapport qui est sorti par Le Monde, le fossé qui se creuse entre les non-diplômés et les jeunes diplômés. Donc il faut penser aussi que dans la vie, il faut un métier avant d'avoir un diplôme. Merci à tous les quatre d'avoir participé à On ne va pas se mentir ce soir. Merci à vous. Tout de suite, la grande édition. Olivier Galzi, Maya Loquet, à demain. Merci. Laissez-vous emporter par un pur frisson en chocolat.
Une sensation de fraîcheur.